Nous allons évoquer la question de la cession de droits sociaux en 4 temps, en précisant d'abord la notion de droits sociaux, puis en évoquant la période avant la cession, en détaillant le contenu du contrat de cession, et enfin en précisant la fiscalité des cessions de droits sociaux. Les droits sociaux sont des éléments du patrimoine des associés. Ils peuvent les céder ou simplement les louer. Ils peuvent aussi les mobiliser à titre de garantie afin d'obtenir du crédit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la cession des droits sociaux. Le terme de droits sociaux est générique. Il permet de désigner les titres représentatifs du capital d'une société sans avoir à distinguer entre les actions et les parts sociales. En effet, dans les SA, les SAS, les sociétés en commandite par action, on parle d'actions. Il s'agit alors de valeurs mobilières négociables, c'est-à-dire de titres qui peuvent être librement cédés. Un écrit n'est même pas nécessaire, la cession s'opère simplement par virement de compte à compte. Au contraire, dans les autres formes de société, comme la SARL, la SNC ou la société civile, on parle de parts sociales pour désigner les droits des associés dans la société. Il ne s'agit pas alors de valeurs mobilières, ce qui entraîne un mode de cession très pointilleux. Il faut généralement un écrit, une signification formelle de la cession à la société, un dépôt au greffe des statuts modifiés et l'enregistrement de l'acte auprès du fisc. Dans tous les cas, la cession de droits sociaux constitue assurément le moyen privilégié d'acquérir le contrôle d'une société déjà existante. Le contrôle, justement, s'entend de la possibilité de pouvoir imposer sa volonté au sein des organes sociaux. En principe, le seuil à franchir est de 50% et une voix pour contrôler les assemblées générales ordinaires. Ce peut être davantage, 2/3 des voix, si on cherche à contrôler aussi les assemblées générales extraordinaires. Inversement, on peut aussi prendre le contrôle avec beaucoup, et même beaucoup moins que 50%, si le capital, bien sûr, est très dispersé. Nous allons évoquer 3 aspects de la cession de droits sociaux. La phase antérieure à la cession, le contrat de cession et la fiscalité de la cession. Tout d'abord donc, l'avant-cession. La cession de droits sociaux peut avoir des causes variées. Il peut s'agir de prendre le pouvoir, mais aussi plus simplement d'acquérir simplement une participation minoritaire. La cession peut aussi résulter de la mise en œuvre de clauses statutaires d'exclusion ou de clauses, souvent extra-statutaires, telles que les clauses de rachat forcé. Et on parle notamment de clauses de bad ou de good leaver. L'avant-cession se caractérise presque toujours par des contrats préparatoires. On a déjà évoqué l'un d'entre eux, le pacte de préférence. Il confère à son bénéficiaire un droit de priorité pour acquérir les actions du promettant, pour le cas où celui-ci se déciderait à les vendre. L'autre contrat préparatoire de la cession est la promesse unilatérale de vente. À vrai dire, une telle promesse est quasi systématique en pratique et on parle d'ailleurs souvent, couramment de protocole d'accord. Terme qui d'ailleurs ne veut rien dire puisqu'il n'a aucune valeur juridique et ne recouvre rien de précis. Pour être précis justement, la promesse unilatérale de vente se définit comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre partie, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Quel est alors l'intérêt de recourir à cet avant-contrat? La promesse permet aux parties de se laisser du temps pour conclure la vente définitive. Le bénéficiaire sait qu'il bénéficie d'un laps de temps pour finaliser l'opération convenablement, tout en ayant la garantie que le vendeur, lui, est d'ores et déjà définitivement engagé. Il peut ainsi réaliser des audits, des due diligence, des formalités diverses, comme l'information des salariés, et bien sûr, il peut aussi trouver le financement nécessaire. Jusqu'à présent, ce contrat, cette promesse, était fragilisé par une jurisprudence d'ailleurs très critiquée de la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation admettait que le promettant pouvait se rétracter avant la levée d'option.
Et même si le bénéficiaire levait ensuite l'option, le contrat définitif ne pouvait être conclu. Et le promettant, qui pourtant avait trahi sa promesse, n'encourait que des dommages-intérêts. C'est-à-dire que le bénéficiaire, lui, ne pouvait le forcer à exécuter la vente qu'il avait pourtant obtenue et dont il avait la certitude. Aussi, pour répondre à la préoccupation des praticiens et des milieux d'affaires, cette jurisprudence fort malheureuse a été brisée par la réforme du droit des contrats récente et, à compter d'octobre 2016, la révocation de la promesse, pendant le temps laissé aux bénéficiaires pour opter, la révocation n'empêchera plus la formation du contrat qui a été promis. Et cette solution nouvelle va considérablement réduire le risque attaché à la promesse unilatérale de cession de droits sociaux, promesse qui est systématique ou presque dans la plupart des cessions d'actions ou de parts sociales. Dernière précision importante concernant la période préparatoire, lorsque les statuts de la société prévoient un agrément des associés, il faut solliciter l'agrément avant la réalisation de la cession. Si l'agrément est refusé, la cession ne pourra s'opérer. Car en effet, toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle. Nous allons maintenant nous intéresser au contrat de cession en lui-même. Il s'agit d'un contrat qui est soumis à la fois au droit commun des contrats donc, mais aussi au droit spécial de la vente. Par nature, le contrat de cession est un acte civil, c'est-à-dire un acte qui relève des règles propres au droit civil. Mais lorsque la cession permet de transférer le contrôle d'une société commerciale, la cession a un caractère commercial, ce qui n'est pas anodin. En effet, il résulte de ce caractère commercial la compétence du tribunal de commerce en cas de litige. Les règles de preuve et de forme du droit commercial sont applicables. De même, sont valables les clauses compromissoires. Ces clauses sont très fréquentes en pratique. Ce sont des clauses qui obligent à saisir un tribunal arbitral en cas de différend et qui interdisent de saisir le juge étatique. Pour ce qui concerne le fond du contrat maintenant, on ne peut évidemment rentrer dans le détail des multiples clauses possibles. Donc on n'évoquera qu'un des aspects essentiels du contrat, à savoir le prix. Le prix est indispensable à peine de nullité. Il faut un prix qui soit déterminé ou du moins déterminable. Lorsque le prix est déterminé, les parties s'entendent sur une certaine valeur par action ou par sociale, valeur qui reflète celle de la société au regard de son bilan, de ses plus-values latentes et du résultat de son dernier exercice. Lorsqu'il s'agit d'un bloc de contrôle, c'est-à-dire lorsque les titres qui vont être cédés confèrent le contrôle de la société, le prix par action est plus élevé, car l'acquéreur va payer une sorte de prime de contrôle. Il arrive très souvent, cependant, que le prix ne soit pas déterminé au moment de la vente, mais qu'il ne soit alors que déterminable. Cette possibilité est très utile. Elle est très utile dans de nombreux cas. Par exemple, la cession a lieu avant que les résultats de l'exercice ne soient connus, et l'on souhaite ajuster la valeur de la cession au plus près de ces résultats. Ou bien, autre exemple, on souhaite, par une clause dite « earn out », prévoir un complément de prix d'un montant variable qui sera fonction des résultats futurs de la société. D'une manière générale, la fixation du prix pose de multiples problèmes. D'une part, lorsque le prix est déterminable, il est indispensable de prévoir des critères objectifs qui sont définis une fois pour toutes et qui pourront être appliqués sans un nouvel accord des parties. En pratique, force est de constater que la question du prix est un vrai nid à contentieux, car chaque critère influençant le prix peut être interprété ou contesté. D'autre part, il arrive souvent que le prix soit fixé non par les parties, mais par un expert. La loi l'impose d'ailleurs dans certaines hypothèses. Dans ce cas, les conditions d'intervention de l'expert sont régies par l'article 1843-4 du Code civil, qui impose de respecter les règles de détermination du prix prévues par les parties. Ce petit article anodin a généré un contentieux considérable. Donc on le voit, s'il n'y avait qu'un seul élément à surveiller dans une cession de droits sociaux, ce serait assurément la fixation du prix.
Il nous reste à dire juste un mot de la fiscalité des cessions de droits sociaux. Et il ne faut pas négliger ces aspects fiscaux. Sans rentrer dans le détail très complexe des règles spécifiques, la fiscalité applicable communément est la suivante. Du côté du cédant, personne physique, ce sont les plus-values réalisées qui sont taxées. Les cessions d'actions, comme de parts sociales, sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoute 15,5% de contribution sociale. Du côté du cessionnaire, il faut s'acquitter des droits d'enregistrement. La disparité d'ailleurs entre cession d'actions et de parts sociales est très nette. Les parts sociales sont taxées à 3%, après un abattement de 23 000 € au prorata des titres acquis. 3%, alors qu'au contraire, les actions, elles, ne sont taxées que d'un droit de 0,1%.